Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée. D'abord l'actualité en page nationale. Une double cérémonie de réception s'est déroulée hier matin sur le campus universitaire de Lomé. Réception d'ouvrages destinés à équiper la bibliothèque de l'université, suivie de l'inauguration d'un bloc polyvalent de 2250 places au campus nord, un moyen estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Deux notes positives sur la copie de l'Université de Lomé ce mardi. La première, cette cérémonie de remise d'ouvrages destinés à équiper la bibliothèque de l'université. Une dotation en ouvrages provenant de l'UMOA à travers le projet d'appui à l'enseignement supérieur avec une part de financement du gouvernement togolais. Vous venez d'assister à la remise de dons d'ouvrages. Il s'agit de renforcer le fonds documentaire de l'Université de Lomé. L'UMOA, par le biais d'un projet appelé PAES, Programme d'appui à l'enseignement supérieur, nous a offert des ouvrages d'une valeur de plus de 42 millions. Le gouvernement lui-même a également mis à la disposition de l'Université de Lomé 150 millions qui ont permis également d'acquérir des ouvrages couvrant toutes les disciplines et spécialités de formation. Ce double don, pourrait-on dire, contribuera sans nul doute à renforcer la formation et la qualité de la formation que nous avons toujours souhaité. Après cette cérémonie de réception d'ouvrages à la bibliothèque de l'Université de Lomé, cap sur le campus nord. Là, universitaires et représentants d'étudiants accueillent un nouveau joyau. Un bloc polyvalent de 2250 places pour juguler tant soit peu le problème d'infrastructure d'accueil à l'Université de Lomé. Ruban coupé, les différents départements de ce bloc sont visités. Des salles de cours jusqu'aux sanitaires, la délégation a eu à apprécier l'ouvrage mis à la disposition des étudiants. Un ouf de soulagement pour les autorités universitaires. Un plus de 2500 places. Rien que ça, c'est déjà une valeur ajoutée très importante. Puisque les problèmes que nous avons sur le campus, c'est justement les problèmes de manque d'infrastructures d'accueil. Et si nous augmentons notre parc d'accueil de 2500 places, imaginez un peu l'aisance dans laquelle les étudiants et les enseignants vont travailler désormais. Déjà, certaines salles du bâtiment sont utilisées avant même l'inauguration officielle. Cet ouvrage, estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, devra répondre un peu aux problèmes d'infrastructure qui sévissent sur le campus. L'Université de Lomé abrite à ce jour plus de 48 000 étudiants. Actualité sur le plan international. Aux États-Unis, les électeurs du New Hampshire ont choisi hier, lors de la primaire pour la présidentielle américaine, le démocrate Bernie Sanders et le républicain Donald Trump. Contrairement à l'Iowa, les sondages ont vu juste. Il était grand favori. Bernie Sanders a fait des émules dans le New Hampshire. Le candidat démocrate, qui avait démarré sa carrière sans argent et sans soutien, remporte 59% des suffrages. Ce qui a débuté la semaine dernière dans l'Iowa, ce qui a été confirmé dans le New Hampshire cette nuit, ce n'est rien d'autre que le début d'une révolution politique. Une victoire qui marque le retard d'Hillary Clinton, qui ne remporte que 39% des voix. Une défaite cuisante pour l'ancienne secrétaire d'État qui avait remporté le New Hampshire en 2008 face à Barack Obama. Côté républicain, quand Donald Trump monte à la tribune, c'est toujours en toute simplicité. Je serai le président le plus grand en matière d'emploi que Dieu ait jamais créé. N'oubliez jamais ça. Le milliardaire a obtenu 34% des voix. À l'issue de cette primaire, le paysage politique ne s'est pas vraiment éclairci. Seule chose sûre, les candidats contestataires, à droite comme à gauche, donnent toujours le là de cette campagne. En Afrique du Sud, plusieurs centaines de manifestants étaient rassemblés devant la Cour constitutionnelle hier. Parmi eux, certains demandent au président Jacob Zuma de partir et d'autres de rendre l'argent public qu'il a utilisé pour rénover sa résidence privée. Il a fini par accepter de rembourser une partie de cet argent.
Zuma doit partir, rend l'argent, des slogans qui retentissent à chaque apparition de Jacob Zuma au Parlement et que l'on pouvait entendre ce mardi jusqu'à l'intérieur du tribunal de la Cour constitutionnelle. Les membres du parti radical de gauche de Julius Malema s'étaient rassemblés en masse. Objectif, soutenir les avocats de leur parti venus plaider pour obliger le président sud-africain à rembourser une partie des 20 millions d'argent public dépensés pour rénover sa maison de campagne. Nous sommes ici pour encourager la justice à renforcer les pouvoirs du protecteur du citoyen comme elle est censée le faire. Et nous sommes confiants de ce qui va se passer parce que nous avons un dossier en béton. En 2014, la médiatrice de la République chargée de veiller à l'utilisation des deniers de l'État avait rendu un rapport accablant. 20 millions d'euros dépensés pour sécuriser la demeure familiale ayant abouti à la construction d'un poulailler, d'une piscine ou encore d'un amphithéâtre. Un rapport qui recommandait le remboursement d'une partie des sommes auxquelles Jacob Zuma a toujours refusé de se plier jusqu'à un volte-face il y a une semaine, ce qui n'a pas empêché les deux principaux partis d'opposition de maintenir leur action en justice. Aujourd'hui, le président nous dit qu'il va payer, mais ce sont les principes de la République qui sont en jeu. Le défenseur du citoyen a eu beau faire ses recommandations, le président et l'Assemblée nationale ont refusé de s'y soumettre et agi en infraction de la Constitution. C'est sur ces questions que la Cour doit aujourd'hui statuer. La Cour constitutionnelle doit encore entendre les arguments de l'autre parti d'opposition, l'Alliance démocratique, et de l'ONG Corruption Watch. Sa décision très redoutée par Jacob Zuma et l'ANC à quelques mois des élections municipales doit être rendue ultérieurement. En France, l'Assemblée nationale a adopté à une courte majorité hier soir l'article controversé qui inscrit dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les auteurs de crimes et délits terroristes. Le vote solennel aura lieu ce mercredi. Un Manuel Valls détendu et surtout soulagé hier soir. C'est fait, c'est passé de justesse, certes, mais la déchéance de nationalité est désormais inscrite dans la Constitution. Les députés ont voté, 162 voix pour, 148 contre, une majorité étriquée, mais visiblement satisfaisante. Moi, je me félicite qu'il soit d'abord adopté. J'attends évidemment avec confiance le vote sur l'ensemble de la révision demain à l'Assemblée. Une version de la réforme qui s'applique à tous, binationaux ou non, et qui divise à l'intérieur même des partis. Hasard de calendrier, alors que les députés étaient en pleine séance de vote, Emmanuel Macron exprimait au même moment ses réserves sur la question. Et votre homologue, M. Macron ? Je pense qu'on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale. Le mal est partout. Si Manuel Valls se dit confiant, l'adoption définitive du projet de révision constitutionnelle pourrait s'avérer compliquée au Congrès, où cette fois-ci, la majorité des 3/5 est requise. Toujours dans l'actualité, à l'initiative du chef de la diplomatie italienne Paolo Gentiloni, les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs du projet européen se sont réunis dans la capitale italienne pour revenir sur les principes fondamentaux à l'origine de la construction européenne. Entre autres, la question sur la menace terroriste a été évoquée. Européenne, à l'heure où le projet européen semble battre de l'aile, pour y répondre, les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs se sont retrouvés ce mardi à Rome. Représentants de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Italie, ils ont réaffirmé leur attachement au projet européen et leur volonté d'aller de l'avant malgré tout. L'Europe est confrontée sans aucun doute à un des moments les plus difficiles depuis sa création il y a près de 60 ans, a concédé le chef de la diplomatie italienne, qui a évoqué une conjonction de facteurs, la crise migratoire, les menaces terroristes, la perspective d'un référendum britannique sur l'adhésion et les conséquences prolongées de la crise financière et économique. L'Europe doit-elle être à géométrie variable ? Cette perspective n'était certes pas celle des pères fondateurs qui ont élaboré le traité de Rome il y a bientôt 60 ans, mais c'est aujourd'hui une question de survie pour cette entité qui compte désormais 28 membres et qui est confrontée à une vague de défiance. Une question se pose sur le séisme qui a fait effondrer des immeubles de 16 étages en Taïwan. La question, c'est pourquoi seulement ces immeubles qui s'effondrent. Les autorités de Taïwan tentent de répondre à cette interrogation.
Immeubles de 16 étages ont-ils été les seuls à s'effondrer lors du séisme? C'est à cette question que les autorités de Taïwan tentent de répondre 4 jours après le tremblement de terre qui a fait au moins 40 morts à Tainan. Le promoteur immobilier et 2 de ses employés ont été interpellés ce mardi pour être interrogés. Ils pourraient être mis en examen pour homicide par négligence si leur responsabilité est avérée. La piètre qualité des matériaux de construction est mise en cause. Du polystyrène a été découvert dans les poutres de soutien, mélangé à du béton. Des témoins cités par l'agence Reuters auraient également vu des bidons d'huile dans les cavités murales. Les secours sont eux toujours à pied d'œuvre. Ils ont sorti 4 survivants des décombres lundi. Mais une centaine de personnes seraient toujours prises au piège de cette immense cage de ferraille et de béton. Dernier élément de cette édition. En France, le logo choisi pour la candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 a été projeté sur l'Arc de Triomphe hier dans la nuit. Le Comité international olympique rendra son verdict en septembre 2017. Paris a le sens de la mise en scène et désormais son logo. Une tour Eiffel colorée dévoile le numéro 24. Projeté sur l'Arc de Triomphe hier soir, le logo de Paris 2024 se veut universel. La tour Eiffel, pour ça, c'est très fort parce qu'à l'international, ça parle tout de suite et on sait qu'on parle de la candidature française, de la candidature parisienne. Donc c'est vrai que c'est un emblème très fort qu'on voulait utiliser. Un logo porté en triomphe par les Parisiens. Il est plutôt canon. J'aime bien les couleurs et le côté le 2 et le 4 qui rappelle du coup l'année 2024. Il est plutôt sympa. Conquise, oui, conquise, absolument. L'opération séduction ne fait que commencer. La semaine prochaine, Paris 2024 remettra la première partie de son dossier de candidature au Comité international olympique. Paris, Los Angeles, Rome ou Budapest. Il faudra attendre septembre 2017 pour connaître la ville désignée pour être le centre du monde dans 8 ans. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision Delta Santé.